Salut, c'est Florent et bienvenue dans le podcast des nouveaux rentiers. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros sujet. Je voulais parler de ça depuis un moment déjà et j'avais pas pris le temps vraiment de décortiquer le sujet, de vraiment faire des calculs très précis, etc. Donc j'ai appelé ça, le podcast du jour, j'ai appelé ça PER, l'arnaque fiscale que personne ne t'explique. On va faire notamment des simulations chiffrées sur 20 ans pour comprendre, ce que tu récupères vraiment à la fin, quand tu mets en place un PER. Donc pour information, PER, c'est plan épargne retraite. Donc on va parler beaucoup chiffres dans ce podcast aujourd'hui pour que tu puisses vraiment, bien comprendre, les intérêts et les inconvénients, de mettre en place un PER. Donc, pour faire ce podcast, en fait, je me suis posé une question que personne se pose finalement, parce que tout le monde parle, de l'avantage fiscal à l'entrée du PER. Par exemple, si, tu es sur un taux marginal d'imposition à 30, bah, tu défiscalises 30. Donc c'est un peu magique, mais personne ne te parle de ce qui se passe vraiment à la sortie de ton PER. Donc aujourd'hui, on va décortiquer avec des vrais chiffres, combien tu récupères vraiment en net dans ta poche après impôt. Pas des concepts vagues, mais des vrais, euros, de la monnaie, sonnante et trébuchante, comme on disait, il me semble. Un petit spoiler, les résultats vont vraiment te surprendre comme ils m'ont surpris, moi-même. Donc, écoute bien ce podcast juste au bout, si tu veux vraiment, tout savoir, sur le PER, tout ce qu'il y a à savoir dessus, sera vraiment décortiqué aujourd'hui dans ce podcast. Donc ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est combien tu récupères vraiment. Donc on va comparer le PER, donc plan épargne retraite, contre le PEA, le plan épargne action, et aussi avec l'assurance vie. Et on va notamment calculer les chiffres nets après fiscalité. On va voir aussi pourquoi le PER simple n'est pas le PER optimal. Il y a un piège que 90 des Français, je pense, voient pas, si ce n'est pas plus. Et on va voir du coup la seule stratégie gagnante, qu'on peut adopter avec un PER et comment transformer le PER en un champion avec un PER notamment que j'ai appelé le PER optimisé. Donc la première partie, c'est le piège que personne ne t'explique, quand ton banquier, en fait, te vend un PER, il te dit: «Bah, vous versez, par exemple, 5 000 €, cette année. Vous économisez, du coup, 1 500 € d'impôts si vous êtes sur le taux d'imposition à 30. Du coup, c'est un peu magique et toi, tu dois te dire: «Bah, c'est cool, 30 de rentabilité immédiate, et de réduction d'impôts, bah, moi, je signe et j'y vais». Sauf que, ce qu'il faut prendre conscience, en fait, c'est que l'argent déjà est pas exonéré d'impôt et l'impôt est différé. C'est-à-dire qu'à l'entrée, en fait, tu économises 30 d'impôt sur tes versements pour une TMI à 30. Si tu connais pas ton taux marginal d'imposition, tu peux le retrouver sur ta dernière feuille d'imposition. C'est marqué un endroit dans la feuille, tu vas voir, taux marginal d'imposition et puis ils vont te mettre, le chiffre, qui te concerne. Et ce qui se passe, c'est qu'à la sortie, bah, tes versements, du coup, sont imposés, de nouveau à la TMI quand tu les récupères, donc ta TMI du futur, et c'est là que ça peut avoir un intérêt, puisque si tu quand tu cotises, tu es à 30 ou 41 et que quand tu sors l'argent, tu es à 11, bah, tu as un gain fiscal à ce moment-là. Donc c'est ça qui peut être potentiellement intéressant. Sauf que du coup, il y a quand même une double taxation à la sortie. C'est pas juste, le TMI ou juste, les plus-values qui sont taxées, c'est les 2. Donc, en fait, le capital investi injecté dans le PER va être retaxé au taux marginal d'imposition à la sortie et les plus-values, elles, vont être taxées à 31,4, qui est la nouvelle taxe de Macron, qui était à 30 et qui passe à 31,4, cette année. C'est ça qu'il faut vraiment avoir en tête, alors qu'un PEA, par exemple, un PEA après 5 ans, bah, maintenant on a 18,6 de prélèvements sociaux sur les plus-values. On n'en a pas un peu plus de 30. Et une assurance vie après 8 ans, bon, si on fait un taux global après abattement, on est autour de 26,1 sur les plus-values. Donc, voilà, c'est des choses qu'on va prendre en compte, c'est des calculs qu'on va faire. Hem du coup, je voulais te comparer juste, cette fiscalité. Alors,
petite précision, si tu préfères voir le podcast en vidéo pour avoir notamment les graphiques et cetera, je t'invite à aller voir du coup sur la chaîne YouTube, Florent Pontier. Faudrait que je mette d'ailleurs, Florent Pontier, Les Nouveaux Rentiers pour que ça soit plus simple pour toi de me trouver. Mais si tu veux vraiment tous les graphiques dans le détail et cetera, je t'invite à aller sur YouTube. Sinon, si tu es concentré et que tu arrives à écouter et comprendre un petit peu ce que je raconte, bah, reste bien sûr sur le podcast. Tu vas quand même apprendre plein de choses même si tu as pas la vidéo. Hem donc, bien comprendre aussi, la fiscalité, comme je te disais, c'est le PEA qui va être plus intéressant fiscalement avec, juste les prélèvements sociaux après 5 ans d'ouverture. Ensuite, on a l'assurance vie qui va être autour de 26,1 et le PER, bah, on va te reprendre ta TMI à la sortie et on va t'imposer les plus-values à 31,4. Donc le problème, c'est que là, déjà, je trouve que la fla on parle vraiment beaucoup de l'avantage fiscal de souscrire à un PER, mais on parle assez peu de la fiscalité des plus-values à la fin, puisque souvent notamment, ben, vu ce qui se passe et mon ressenti, en tout cas, avec tous les rendez-vous que je peux faire, c'est que les gens souscrivent à un PER pas forcément pour la performance qu'ils pourraient avoir avec, mais plutôt pour l'avantage fiscal. Et dans ce cadre-là, ils estiment que même, enfin, juste l'avantage fiscal, ça va être potentiellement intéressant. Donc on va parler de ça, on va vraiment rentrer dans le détail. Juste pour te refaire un petit détail, par rapport à ta TMI quand tu souscris un PER, c'est que en fait, si tu es sur la TMI à 30 et que voilà, tu verses, 5 000 € comme mon cas tout à l'heure, mais en fait, il va y avoir 30 de ces 5 000 € qui vont être récupérés en impôts. C'est-à-dire que l'État va te remercier de mettre de l'argent de côté et va te déduire ça de tes impôts. D'ailleurs, tu retrouves aussi, dans ton avis d'imposition, les plafonds PER que tu as pas utilisés et sache que si tu les as jamais utilisés, tu peux utiliser les 3 derniers plafonds des 3 dernières années. C'est ce qui est marqué, sur ton avis d'imposition et tu auras les montants exacts te concernant. Après, aujourd'hui, par rapport, au podcast, bah, j'ai été obligé de faire des simulations avec des hypothèses, parce que je te connais pas et je connais pas ta situation et j'essaie de m'adresser à un plus grand nombre d'entre vous. Donc j'ai pris des hypothèses, vous verrez, si ça peut correspondre un peu, à votre situation. Donc ouais, moi, justement, on va arriver dans cette partie où je te refais les simulations qui font assez mal finalement pour le PER. On va vraiment faire des chiffres, concrets, réels, du calcul, mathématique. Donc les hypothèses que j'ai pris pour les simulations que je vais te présenter juste après, c'est, déjà la durée d'investissement. Donc moi j'ai considéré quelqu'un, qui commençait entre 40 et 45 ans, parce qu'il se dit: «Bon, bah, ma retraite, c'est dans 20 ans». J'ai pris une durée d'investissement de 20 ans à peu près. Pour le versement, j'ai pris, un versement moyen, donc j'ai pris 300 € par mois, pendant 20 ans, donc ça fait 72 000 € de versement au total. Tu fais 300 fois 12, fois 20, ça fait, 72 000 €. Le rendement moyen, là, j'ai été généreux, j'ai pris 10 par an, donc ça peut être un ETF MSCI World, par exemple, mais c'est vrai que j'ai été assez généreux dans mon calcul de rendement. Et encore, moi, j'arrive à faire encore plus que ça, mais voilà, j'ai pris cette hypothèse. Il fallait bien prendre une hypothèse. Je trouvais que 10 ça tombait bien et la TMI pour le premier calcul, en tout cas, j'ai pris 30 ce qui est le cas de beaucoup de gens qui écoutent ce podcast. Je pense, vous êtes beaucoup autour d'une TMI à 30 et j'ai pris l'hypothèse aussi que la TMI à la retraite restait à 30. Donc si on prend ces hypothèses-là, le capital brut avant impôt accumulé, il est à peu près de 217 196 € pour être précis. Donc on a versé 72 000 € comme je te l'ai dit, on a fait à peu près 145 000 € de plus-value. Ce qui nous amène au résultat net
après fiscalité et c'est ça qui est important de comprendre et c'est ça que je veux te transmettre dans ce podcast aujourd'hui, c'est attention à la fiscalité à la sortie. Le but, c'est quand même potentiellement quand on investit en bourse, parce que le PER permet d'investir en bourse, le PEA permet d'investir en bourse et l'assurance vie permet d'investir en bourse. Après, c'est des outils, il faut savoir les utiliser correctement, mais en soi, les 3 permettent d'investir en bourse. Donc, du coup, j'ai vraiment pris en compte cette hypothèse d'un investissement en bourse qui génère autour de 10 par an. Donc le PEA à la sortie, la fiscalité, comme je te disais tout à l'heure, elle est à 18,6 sur la plus-value, donc ça nous fait 190 000 net. Alors attends, je me rappelle plus du capital, mais on était à 217 000. Donc, si on enlève l'impôt, bah, ça te fait 190 000 € après imposition. Donc on reste quand même sur quelque chose d'assez intéressant puisque les impôts nous prennent pas trop. L'assurance vie, on est un peu entre les 2 puisqu'on récupère à peu près 181 700. Donc on paye à peu près, 35 500 € d'impôts après abattement. Et c'est là où le PER finalement est pas intéressant puisque avec le PER, bah, tu as une sorte de double impôt puisque en fait, tu vas rendre, 67 000 € d'impôts. Donc ça comprend la TMI que tu rends, qui est à 30 dans mon hypothèse à la sortie, plus la flat tax que tu vas payer, sur les plus-values qui sont assez conséquentes sur un investissement à 10. Forcément, la plus-value, elle est assez conséquente, elle est même plus conséquente que le versement puisqu'on a versé 72 000 et on a gagné 145 000. Donc du coup, la plus-value et la taxation sur la plus-value, elle a un impact significatif et c'est ça que je veux te faire comprendre. C'est que là, dans l'exemple, qu'on prend, c'est qu'il y a 40 000 € d'écart entre un PER et un PEA pour le même effort d'épargne mensuel, et le même rendement. Donc j'ai pris même effort, d'épargne, même rendement. Donc voilà et après on va parler du fait d'avoir une TMI qui va être plus basse à la sortie parce que pour l'instant j'ai pris à TMI égale. Donc la seule stratégie, qui sauve le PER, comme je te disais, l'économie d'impôt à l'entrée, si on prend notre hypothèse à 300 € par mois, ça va être 30 de 300 € par mois, donc ça fait 1 080 € par an qui reviennent sur ton compte indirectement puisque c'est une économie d'impôt. Donc sur 20 ans, ça fait à peu près 21 600 € d'économie d'impôt. La question cruciale pour moi à se poser quand on investit avec un PER, c'est qu'est-ce que tu fais de cet argent que tu as gagné quelque part, que tu as pas donné aux impôts? Et c'est cette question à laquelle il va falloir que tu répondes pour que tu puisses comprendre l'intérêt du PER. Hem Et là, on va du coup parler du PER optimisé. Donc tu as compris, le PER simple, bon, tu as une économie d'impôt, mais finalement, cette économie, soit tu la dépenses puisque tu améliores un petit peu ton pouvoir d'achat. Donc, je sais pas, tu pars en vacances, tu te payes, quelques petits trucs sympas dans l'année ou tu t'achètes un nouveau smartphone ou je ne sais quoi. Donc dans ces cas-là, bah, l'économie d'impôt, elle va rien faire. Et du coup là, c'est le calcul que je te disais, c'est-à-dire qu'on atteint à peu près 150 000 €, après imposition. Donc tu perds 40 000 € à la fin par rapport au PEA. Un scénario 2, que j'ai appelé PER optimisé, c'est que chaque année, en fait, au lieu, de rien faire de cette économie d'impôt, bah, tu la réinvestis et là, tu peux la réinvestir, par exemple, sur un PEA qui va avoir une fiscalité plus intéressante que le PER. Donc, si on reprend du coup ces 1 080 € par an, investis à 10 pendant 20 ans et bah, là ça te fait 68 000 € bruts en plus, donc 59 000 € net après fiscalité sur le PEA. Et donc là, tu te retrouves avec un capital à la fin qui va être supérieur à ton effort d'épargne que tu aurais fait avec ton PEA ou ton assurance vie puisque tu te retrouves avec 209 000 € à peu près, après impôt, contre 190 000, sur l'hypothèse PEA. Donc c'est là que ça peut devenir intéressant potentiellement de, souscrire
à un PER avec cette vision où finalement l'économie d'impôt qu'on calcule, on la réinvestit par exemple sur un PEA ou pourquoi pas une assurance vie. Et donc c'est là aussi qu'on peut du coup avoir un double effet qui se coule un peu. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête quand on pratique le PER, parce que si on pratique vraiment le PER simple, bah, autant faire, du PEA ou de l'assurance vie, quoi. On peut choisir, de finalement cette économie d'impôt, ne pas la réinvestir, mais il faut je te fais ce podcast pour que tu aies vraiment les tenants et les aboutissants pour prendre les meilleures décisions sur ton patrimoine, sur la gestion de ton patrimoine aussi. Donc le classement final, c'est quoi? C'est que le numéro un, ça reste forcément le PER optimisé, puisque tu réinvestis ton économie d'impôt, donc tu doubles un petit peu, cet effet qui se coule. 2e du classement, ça va être le PEA seul avec, 190 000 € net. 3e, assurance vie avec 181 000 € net et PER simple en dernier, finalement avec 150 000 € net. Donc c'est un peu le piège fiscal. On te tend une petite carotte fiscale, mais au final, à la fin, sur 20 ans, il y a des écarts qui se creusent, qui sont assez significatifs. Il y a quand même 40 000 € d'écart, je te disais, entre le PEA et le PER. Donc le PER, c'est pas simplement un produit d'épargne, c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est un outil d'optimisation fiscale. Et ça nécessite du coup une stratégie très claire quand tu choisis de mettre en place un PER. Et sans stratégie, bah, en général, tu vas perdre de l'argent. Alors qu'avec une bonne stratégie, tu peux gagner de l'argent et même plus, pourquoi pas, qu'un PEA, tout seul. Donc voilà, c'est ça que je voulais déjà te montrer. J'espère que déjà ça te fait réfléchir un petit peu en fonction de ce que tu es en train de faire, si tu as un PER ou pas et pourquoi pas refaire, des calculs de ton côté. Je te proposerai aussi, à la fin de ce podcast, d'autres solutions si tu veux qu'on étudie, ça ensemble pour ta situation, personnelle. Maintenant, on n'a pas du tout je voulais complexifier en fait, au fur et à mesure. C'est pour ça que j'avais pas abordé, l'aspect réel du PER. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est que la TMI, au moment où on est à la retraite, en théorie, comme on a une baisse de nos revenus à la retraite, notre TMI baisse aussi. Donc potentiellement, si je suis à 30 quand je suis dans la vie active et bah, peut-être que mes revenus vont baisser à la retraite et que je me retrouverai à 11 sur ma TMI à la retraite et dans ces cas-là, ça peut être intéressant. En tout cas, c'est peut-être la question que tu te poses et c'est comme ça qu'on te le vend en général. Alors, du coup, la réponse, elle est oui et non. C'est-à-dire que sur une TMI qui rebaisse à la retraite, va y avoir un gain un peu plus important, mais le PER simple, en tout cas, reste derrière le PEA et l'assurance vie. Pourquoi? Parce qu'il y a la flat tax de 31,4 sur les plus-values et ça change pas et du coup, l'intérêt que tu gagnes, c'est sur, les rentes que tu as versées, en fait. Donc du coup, comme les plus-values ici sont assez significatives, ça va pas non plus, créer un énorme décalage puisqu'on passe de 150 000 € après imposition à, 164 000 € après imposition. Donc on gagne 14 000 €, mais on reste en dessous des 190 000 € du PEA après imposition ou des 182 000 € de l'assurance vie après imposition. Donc tu as ce mécanisme, fiscal qui se met en place, mais pour le coup, c'est pas suffisamment important pour être intéressant. Et ce que je voulais rajouter du coup, c'est que sur le PER optimisé où tu as compris, tu réinvestis ton gain fiscal, bah, là, tu passes de 209 à 223 donc c'est, le meilleur gain fiscal après, imposition. C'est de faire ça, mais il faut avoir la discipline du coup de réinvestir son gain fiscal, ce qui est pas forcément le cas de la majorité des gens et peut-être de toi si tu écoutes ce podcast, aujourd'hui. Donc un des seuls cas finalement où le PER simple devient compétitif, c'est potentiellement qu'on a une TMI, très élevée aujourd'hui. C'est que tu peux être à 41 ou à 45 de TMI actuellement et que ta TMI, baisse vraiment réellement,
à la retraite, ce qui est difficile à estimer puisque peut-être que tu auras fait des investissements locatifs par ailleurs ou tu auras plus d'emprunts, qui vont se rajouter à ton revenu en complément de ta baisse de retraite. Donc, c'est quand même des choses à avoir en tête. C'est que, peut-être que ta TMI finalement va pas tant baisser que ça, à la retraite. Ou alors, une hypothèse aussi où ça devient compétitif, c'est que, tes plus-values, elles sont faibles. Et dans ces cas-là, en fait, l'écart de TMI, gagne puisque tu as pas fait beaucoup de plus-value et du coup, l'impôt sur la plus-value est pas significatif. Donc, le problème, c'est que si tu en es là, désolé de te dire, mais c'est que tu as une stratégie d'investissement de merde, en fait, avec ton PER, si tu fais pas de plus-value. Ce qui est d'ailleurs le cas de la majorité des gens que j'ai, en rendez-vous aussi avant de travailler avec moi. En général, les taux, qu'ils arrivent à avoir sur que ça soit les assurances vie, les PER et même les PEA sont quand même assez bas. Je dirais, pour l'assurance vie et le PER autour de 2-3 et pour le PEA, des fois, on a du 6 du 8 max, mais voilà, c'est à peu près ça en général que je rencontre, dans mon quotidien en tout cas. Donc voilà, maintenant je voulais te faire un petit classement, de ces enveloppes fiscales. Pour le coup, on met de côté, la rentabilité nette et on fait un petit récapitulatif clair en prenant en compte, différents critères comme la liquidité, la fiscalité à l'entrée, la fiscalité à la sortie, le plafond et la transmission. Et donc là, tu vois aussi que ça va t'ouvrir un petit peu les chakras, ça va te faire réfléchir encore, peut-être un peu plus. Hem, En fait, sur la liquidité, il faut savoir que, bah, du coup, le plus avantageux, ça reste quand même l'assurance vie puisqu'on peut retirer quand on veut. Le PEA est un tout petit peu moins avantageux parce que, bah, on peut retirer qu'au bout de 5 ans d'ouverture du PEA. Donc, j'ai mis la note, de 5, sur 5 à l'assurance vie et de 4 sur 5, au PEA et de 1 sur 5 au PER parce que pour le coup, sauf conditions vraiment spécifiques, on peut pas retirer l'argent, d'un PER. Donc c'est quand même du coup de l'argent qui est bloqué en théorie jusqu'à la retraite. Pour la fiscalité d'entrée, bon bah il y a pas photo, c'est le PER qui gagne puisqu'on a les autres n'ont aucun avantage, fiscal à l'entrée. Pour la fiscalité à la sortie, bah là, c'est le PEA qui gagne puisque c'est la meilleure, fiscalité de sortie. En deuxième, on va mettre l'assurance vie et en troisième, le PER. Pour les plafonds de versement, le mieux noté, c'est l'assurance vie parce qu'on peut vraiment, atteindre des montants assez élevés. Le PER a un plafonnement par défaut et c'est ce que donne ta avis d'imposition, donc c'est une note qui est un petit peu inférieure et le PEA, de toute façon, est plafonné à 150 000 € de versement. Donc ça va dépendre aussi de ta situation personnelle. On a déjà de quoi voir venir avec 150 000 € de versement. Mais sur 20 ans, voilà, ça peut aller vite et sur l'aspect transmission, bah, le moins intéressant, c'est peut-être le PEA. Le PER peut être intéressant sous certaines conditions et je voulais pas forcément en parler dans ce podcast parce que sinon ça allait, être, trop long, mais je referai peut-être un topo sur la transmission, dans un prochain podcast, mais ça va pas je vais pas m'étaler sur le sujet parce qu'on parle déjà de ce sujet assez complexe aujourd'hui et du coup, je voulais pas trop rentrer dans le détail sur l'aspect, transmission. Mais du coup, le meilleur, outil pour transmettre reste bien sûr, l'assurance vie, puisqu'il y a une exonération, sur la transmission. Donc au global, ça donne quoi? Ça donne, une meilleure note pour l'assurance vie. Donc si je fais, mes ratios, ça fait à peu près 16 sur 20 pour, l'assurance vie. C'est la plus équilibrée, c'est la plus, et c'est l'outil le plus polyvalent. En deuxième, il y a quand même le PER parce que, il est bon à l'entrée, mais, il est mauvais un peu partout ailleurs. Je parle pas du gain, hein. Pour le coup, je parle de ces critères de liquidité, fiscalité, plafond de versement, transmission. Donc on met en dehors, le gain final. Et en dernier, le PEA avec 10,5 sur 20 qui va être excellent en fiscalité de sortie, mais limité notamment par cet aspect, plafonnement et cet aspect transmission.
Donc, le paradoxe, en fait, c'est que l'assurance vie, c'est la plus polyvalente, mais pas la plus performante en rendement net. Le PEA, lui, il est le plus efficace fiscalement à la sortie, mais il est limité par le plafonnement. Et le PER, il a meilleur score en fiscalité d'entrée, mais c'est un leurre sans, faire ce process de réinvestissement, finalement. Mes recommandations concrètes, du coup, par rapport à tout ce que je viens de te faire comme simulation, c'est quoi faire finalement concrètement selon ta situation. Donc déjà, ce qu'il faut prendre en compte, c'est ta TMI. Ça, c'est le premier truc à regarder si tu t'intéresses au PER, c'est de regarder dans quel taux marginal d'imposition tu es. Comme je te l'ai dit, tu regardes ta feuille d'imposition, ils vont te le mettre. Si tu es à 11 ou 0, bah déjà oublie le PER, tu as rien à défiscaliser, donc ça sert à rien. Donc les premières solutions vont être potentiellement le PEA si tu es assez jeune ou l'assurance vie si tu es un peu âgé ou un mix un petit peu des 2. Si tu es sur une TMI à 30, le PER est intéressant que si tu t'engages vraiment à réinvestir l'économie d'impôt, que tu fais chaque année, sur un PEA par exemple et que ta TMI va potentiellement baisser à la retraite. Sinon, le PEA reste d'abord le plus intéressant et ensuite l'assurance vie. Sur une TMI à 41 ou à 45, c'est là que le PER, à mon sens, commence à être intéressant. L'économie d'impôt, là, va être assez importante au début et le différentiel avec ta future TMI sera probablement aussi plus important. Tu as plus de chances de repasser quand tu es à 41 ou à 45, tu as plus de chances de redescendre à 30 que quand tu es à 30 de redescendre à 11, en fait. Donc c'est là où ça devient intéressant. Mais même dans ce cas de figure, on l'a vu, il faut réinvestir l'économie d'impôt que tu fais ou au moins une partie de l'économie d'impôt que tu fais. Sinon, bah, en fait, tu vas perdre vraiment l'avantage du PER à cause de la fiscalité, notamment à la sortie. Donc, l'ordre de priorité que je recommande, du coup, c'est déjà dans tous les cas, de toute façon, d'avoir une épargne de précaution, 3 à 6 mois de dépenses en sécurité sur un livret A, un LDD, un PEL, ben, surtout livret A, LDD si tu peux. C'est les premières poches à remplir. Ensuite, rembourser tes crédits conso. Avant de parler de PER, déjà, il faut vraiment assainir ses dettes. Donc, éliminer toutes les dettes que tu peux avoir qui coûtent de l'argent. Ensuite, potentiellement ouvrir un PEA pour acter la date fiscale du PEA qui est à 5 ans, la date d'anniversaire. Donc, tu ouvres ton PEA, tu mets 10 ou 100 euros dessus et au moins tu as acté ta date d'anniversaire et tu verras ce que tu en fais dans un deuxième temps. Ensuite, ouvre une assurance vie pour l'aspect, transmission et flexibilité. L'assurance vie, elle, est vraiment intéressante au bout de 8 ans. Donc c'est pareil, tu peux acter une date d'anniversaire même si tu mets pas beaucoup dessus pour avoir, potentiellement cet avantage fiscal, au bout de 8 ans. Et enfin, si tu as déjà fait tout ça, bah là, le PER peut être intéressant s'il est optimisé et si seulement ta TMI, elle est supérieure à 30 voire 41 et que tu as une discipline de réinvestissement du gain fiscal. Donc ça, j'espère que du coup, c'est un peu plus clair dans ta tête de ce que tu peux faire finalement avec un PER. Un des points cruciaux, quelle que soit l'enveloppe d'ailleurs, c'est que si tu ouvres, une de ces enveloppes, choisis-en une avec des frais, bas parce que, ben, les courtiers se gavent un petit peu aussi sur les PER. Donc essaye de trouver un PER avec des ETF, avec des frais limités, et pas forcément aller vers ta banque, qui a souvent des frais d'entrée et des fonds en gestion qui coûtent aussi une fortune. Donc j'ai pas simulé l'impact des frais sur 20 ans, mais j'aurais pu le faire et en tout cas, même si je le simule pas, c'est sûr que c'est intéressant d'avoir les frais les plus intéressants de marché, parce que, bah, c'est toujours ça de gagner et sur 20 ans, ça fait des gros montants, qui sont un petit peu cachés finalement. Donc regarde aussi ça, quand tu souscris à ce type d'enveloppe, quelle qu'elle soit. Regarde toujours un petit peu les frais d'entrée, les frais de gestion, les frais de sortie, des fois il y en a. Donc voilà, regarde bien tout ça. Maintenant, on peut refaire le scénario avec 20 de rentabilité. Pourquoi 20? Parce que c'est ce que me rapporte la méthode RSR depuis plus de 15 ans, sur mes investissements. C'est la performance que j'ai réussi à faire. Donc tout à l'heure, je te disais, à peu près, 190 000 € net pour un PEA
à 10 par an, 182 sur une assurance vie, 150 sur un PER, et 210 sur un PER optimisé. Maintenant, si tu arrives à faire travailler ces 300 € par mois, mais cette fois à 20, bah, au bout de 20 ans, ça t'assure une retraite complémentaire qui est beaucoup plus confortable puisque ton PEA passe à 610 000 €, ton assurance vie à 562, ton PER à 500 et ton PER optimisé à 671 000. Donc, c'est là que ça creuse l'écart aussi entre, un PEA et un PER optimisé, surtout si tu as, comme je te disais, une TMI, qui est intéressante à travailler. Donc voilà, du coup, si tu veux, apprendre et comprendre comment j'arrive à générer ce type de rentabilité, tu auras un lien sous la description de ce podcast ou de cette vidéo YouTube qui te renverra vers une formation offerte où je rentre un petit peu plus, dans le détail sur mon parcours d'investisseur, sur comment j'ai réussi à créer cette méthode RSR et tu auras l'opportunité, si ça t'intéresse, de prendre un rendez-vous avec moi, pour discuter de tout ça ensemble. Hem La dernière chose que je voulais te dire aussi aujourd'hui, c'est de faire attention parce que chaque situation est différente. Donc, si tu veux déléguer cette partie et pas forcément t'en occuper, rapproche-toi d'un conseiller en gestion de patrimoine qui est compétent en investissement pour refaire vraiment les calculs sur ta situation réelle. Parce que pour ton patrimoine, bah, chaque détail compte finalement et c'est notamment pour ça que j'ai décidé aussi d'ouvrir mon cabinet en gestion de patrimoine, mais après avoir accumulé 15 ans d'expérience sur les marchés financiers. Donc si tu veux que je gère, ton PER et plus largement finalement ton patrimoine à ta place et mettre aussi en place à ta place la méthode RSR dessus, c'est tout à fait possible. Tu auras un deuxième lien, sous la description de ce podcast ou de cette vidéo YouTube si c'est plutôt l'intérêt, si tu as un intérêt plutôt sur mon activité de conseiller en gestion de patrimoine. Petit spoiler, sur un cas que j'ai pas abordé, dans ce podcast aujourd'hui, c'est le cas des travailleurs non salariés, qui sont à l'IR. Dedans, en fait, il y a toutes les professions libérales, les artisans, les commerçants, les entreprises individuelles à l'IR, les EURL à l'IR. Ça, c'est un cas un peu spécifique où là, le PER peut être encore plus intéressant et donc c'est des cas notamment qu'on aborde, dans une stratégie, patrimoniale globale. Donc voilà, j'espère en tout cas t'avoir dégrossi et rendu concret, et si des avec des simulations concrètes de ce que ça peut faire la bourse en fonction du type d'outil que tu utilises et notamment le PER qu'on a bien décortiqué aujourd'hui. J'espère que ce podcast t'a plu. Si c'est le cas, si tu es sur YouTube, un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si tu es sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, bah, tu peux me mettre une petite note, parler du podcast des nouveaux rentiers, autour de toi et comme ça faire connaître, tout ça, à ton entourage et puis, pourquoi pas, discuter ensemble très bientôt si, tout ça, ça t'intéresse et si tu te dis que c'est l'année où tu reprends en main, les choses et que tu reprends en main ton patrimoine et que tu en as marre de voir, l'argent dormir sur des assurances vie qui marchent pas, sur des livrets A qui rapportent de moins en moins, sur des PER mal gérés. Voilà, tu sais où frapper si tu as besoin d'aide et si tu as besoin d'aide par rapport et de recul par rapport à ta situation actuelle. J'espère en tout cas t'avoir donné le goût et l'envie de mettre le nez de là-dedans et de reprendre en main ton patrimoine et moi je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, un bon sport, une bonne vaisselle, je sais pas quoi et je te dis à très bientôt pour un nouveau podcast sur l'investissement et le patrimoine. Allez, ciao, ciao, ciao.